Le 21 avril 2011, au 55 boulevard Robert Schuman à Nantes, la police française découvre l'horreur absolue. 5 corps gisant sous une terrasse. Une famille entière a été massacrée par balles. Même les chiens ont été enterrés. Les membres de la famille n'avaient plus donné signe de vie depuis le début du mois d'avril. Une seule personne manque à l'appel, le père Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme est un mythomane manipulateur qui a enchaîné faillite sur faillite. Il est rapidement suspecté du massacre. Peu à peu, tous ses secrets les plus sombres sortent de l'ombre et horrifient la France entière. Le pays se passionne pour l'affaire et la chasse à l'homme lancée par les autorités pour retrouver le père. Tout le monde se pose la même question à ce moment précis. Si le massacre a eu lieu au début du mois d'avril et que les corps sont découverts à la fin du mois, où est Xavier? Est-il vivant ou mort? Et comment a-t-il pu disparaître si facilement? On se demande aussi s'il n'y avait pas une façon plus simple de fuir ces problèmes que de tuer tout le monde sous la terrasse avant de disparaître. Cette question, Xavier Dupont de Ligonnès est-il vivant ou mort? Nous allons tenter d'y répondre définitivement aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle histoire vraie, enfin dédiée à l'affaire Dupont de Ligonnès. Notre histoire prend place aujourd'hui en France, plus précisément à Nantes, une ville de l'ouest du pays, posée au bord de la Loire. Nantes est connue pour sa petite partie médiévale, ses petites maisons, sa place royale, son centre-ville vivant. Ce matin-là, une équipe de la police judiciaire se rend pour la 5e fois au 55 boulevard Robert Schuman. Depuis plusieurs jours, plus personne n'a aperçu la famille qui y vit. Les Ligonnès s'y sont installés depuis de nombreuses années, mais semblent s'être volatilisés. Un couple, 4 enfants et 2 chiens, étrangement silencieux depuis quelque temps. La police en est à sa 5e visite. 5 fouilles qui n'ont rien donné, et cette impression grandissante de vide, organisée et soudain troublante. Quelques jours plus tôt, l'enquête pour disparition inquiétante a été officiellement ouverte. La première alerte a été donnée par une voisine qui s'inquiétait de ne pas croiser la famille, comme c'est habituellement le cas. Pour elle, toujours calée à sa fenêtre à observer le voisinage, impossible qu'ils soient partis en vacances en plein milieu d'une période scolaire. En temps normal, lorsqu'ils s'en vont, ils ne ferment jamais les volets de leur maison. Pas une seule fois au cours de ces dernières années, ils ne les ont clos, alors que cette fois-ci, ils le sont. C'est ce détail particulier qui inquiète la voisine. Depuis, les policiers arpentent les lieux en quête d'un indice qui expliquerait ce qui devient peu à peu inexplicable. Ce qu'ils trouvent au fil des pièces, ce sont les fragments figés du quotidien, comme si une main invisible avait appuyé sur pause à un moment précis. Dans la cuisine, le lave-vaisselle est rempli d'assiettes prêtes à être nettoyées, comme si la famille venait tout juste de partager un repas. Le frigo, lui, en revanche, est presque vide. Il ne reste que quelques pots de confiture. Une serpillière humide traîne encore dans un coin de la pièce, comme si quelqu'un l'avait passé peu de temps auparavant. Dans le salon, un jeu d'échecs trône sur la table. Les pièces y sont figées dans une partie commencée qui ne sera jamais terminée. Des guitares sont posées sur le canapé, comme si quelqu'un venait tout juste d'arrêter de gratter les cordes. Dans la chambre parentale, sur la table de chevet, quelques objets traînent encore. Des boîtes d'allumettes, une plaquette de médicaments entamés. Sur une petite étagère, les lectures du moment sont encore là. Plusieurs bouquins de Marc Levy sont posés à côté d'ouvrages de théologie et de livres sur l'éducation des enfants. Dans la pile, il y a également le livre Disparu à jamais d'Harlan Coben qui raconte l'histoire d'un homme qui prend la fuite après avoir été désigné premier suspect dans le meurtre et le viol de l'ex-petite amie de son frère. Dans la chambre de Benoît et Thomas, rien à signaler. Ce sont des chambres d'ados typiques. Drapeau américain et casque de moto pour l'un, poster du film Pulp Fiction pour l'autre. La famille Ligonnès vivait les mêmes instants que n'importe quelle autre famille avant d'être arrachée à ce quotidien. Mais au milieu de l'ordinaire, il y a aussi des signes d'anomalie qui s'accumulent. Les draps des lits sont retirés. Les cadres accrochés au mur sont toujours là, mais les photos ont disparu. Certains placards sont vides, d'autres soigneusement rangés, comme si on avait déménagé en silence et à la hâte.
Les enquêteurs le savent. Des draps retirés sont toujours un détail très alarmant. Peu importe l'affaire, cela pourrait vouloir dire que des gens ont saigné dans leur lit et que quelqu'un a voulu cacher ses traces. Parmi les allers-retours des policiers qui animent la maison, une jeune lieutenante s'attarde sur un détail que personne n'avait vraiment pris le temps de regarder jusque-là. Sur la terrasse, juste à gauche de la porte menant à la cave, un tas d'objets semblent avoir été abandonnés là. Son intuition lui signale que quelque chose cloche et elle en parle aussitôt à ses collègues. À plusieurs, il déplace doucement les objets tout autour. Sous les coussins, rien. Sous l'arrosoir, aucun indice. Au milieu des outils de jardinage rouillés et des boules de pétanque, rien non plus. Puis il soulève la planche en bois que la lieutenante avait remarquée, posée sur le sol. En dessous, la terre semble avoir été tassée. Ça ne fait pas naturel. Ils s'échangent un regard, puis attrapent une pelle rouillée et une pioche aux manches cassées pour creuser. Les premiers coups de pelle soulèvent un peu de terre sèche, mais rapidement ils butent sur quelque chose de plus dur. Une dalle de ciment dissimulée à faible profondeur. Un des agents se baisse, puis effleure la surface du bout des doigts. Elle s'effrite. Un simple contact suffit à détacher quelques fragments gris, comme si le ciment n'avait pas eu le temps de sécher complètement. La lieutenante commence à filmer leur découverte afin de documenter et conserver chaque détail. Sur la vidéo, on distingue une couche de ciment gris fine, posée à la va-vite. Elle ne dépasse pas 2 cm d'épaisseur. En dessous, une étrange surface blanche apparaît, du papier peint posé à même la terre, comme une tentative grossière de masquer ce qui se trouve en dessous. Sous cette couche artificielle, la terre est mêlée à de la chaux bien connu pour assécher les corps à des gravats, à ce qui semble être des morceaux de plastique blanc et vert déchirés et partiellement enfoncés dans le sol. Rien de tout cela ne devrait avoir sa place ici, sauf s'ils ont été posés dans un but particulier. Chaque coup de pelle renforce cette sensation qui s'installe lentement dans l'esprit de tous ceux qui creusent. Ce n'est pas un sol ordinaire, c'est un tombeau. Une odeur commence à remonter jusqu'à leurs narines. Elle est discrète au départ, mais reconnaissable. Elle est là, dans l'air, dans la gorge. Elle s'impose et ne laisse malheureusement aucune place au doute. Quelques coups de pelle supplémentaires suffisent à la rendre plus forte. Une odeur de décomposition qui les prévient, avant même que leurs yeux ne voient quoi que ce soit, de ce qu'ils vont découvrir. Les visages se figent, personne ne parle, mais tous savent qu'ils s'apprêtent à découvrir l'horreur. À ce moment précis, aucun flic ne comprend vraiment l'ampleur de ce qu'il s'apprête à sortir de terre. Personne ne s'imagine une seule seconde que ce qui deviendra dans quelques minutes l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès va fasciner la France pendant des années entières. La pelle heurte un tissu, ou plus exactement un duvet bleu marine enfoui sous la terre, déformé par l'humidité. L'un des policiers s'agenouille pour dégager ce qui l'entoure, ce qui laisse apparaître des sacs poubelles noirs, noués, compressés. Ils échangent un regard, puis l'un des agents déchire le plastique. L'odeur de putréfaction les avait prévenus. Il y a de la chair humaine en décomposition à l'intérieur. Il est 10h30 lorsqu'il trouve le corps sans vie de Thomas Dupont de Ligonnès, 18 ans. Il a été enterré sur le dos, les bras repliés en croix. Sa main droite repose sur son cœur. À côté de sa tête, un chapelet a été déposé. Mais il s'en doute, ce n'est probablement pas le seul corps enterré dans le jardin. Alors, malgré l'horreur, il faut continuer à creuser. Les policiers fouillent la terre de l'autre côté, à droite de la porte d'entrée de la cave. Et là encore, un drap rose laisse présager une autre tombe de fortune. Ils viennent de trouver le reste de la famille. Les corps sont enroulés dans plusieurs couches de duvet, de couvertures et de bâches plastiques. Bien sûr, il faut attendre l'intervention des légistes, l'autopsie puis les résultats des analyses avant de confirmer l'identité des dépouilles. Mais les 5 policiers présents ont peu de doute. Malgré le stade de décomposition avancé des corps, ils devinent que l'un d'eux est celui d'Agnès. La mère porte toujours ses bracelets, sur l'un d'eux est gravé « Je suis une maman en or ». Sur son dos, les enquêteurs trouvent une plaque en plastique. Elle représente une colombe et une croix dorée sur un fond bleu. L'un des autres corps semble être celui d'Arthur. À 20 ans, il était l'aîné des enfants.
À côté de lui repose une petite statuette de la Vierge, d'environ 6 cm, en plastique blanc. Le corps d'une jeune fille est ensuite découvert, très certainement celui d'Anne, qui avait 16 ans. Elle est en pyjama et chaussettes, les mains croisées sur l'abdomen, une posture qui rappelle celle des défunts au moment de la mise en bière. Enfin, il dégage le dernier corps humain, celui qui pour eux est sans aucun doute le plus jeune des enfants Ligonès, Benoît, qui avait 13 ans. Une partie de sa peau a été momifiée par la chaux. À ses côtés, une médaille, une croix en or et des perles grises ont été déposées. Dans la fosse, les policiers découvrent d'autres cadavres. Les 2 chiens de la famille ont été enterrés eux aussi. Et puis, au milieu des corps et des couvertures, d'autres éléments apparaissent. Un briquet, une bougie, une petite fiole d'alcool fort. Il y a, dans l'agencement des corps, dans l'attention portée à certains détails, dans le soin étrange porté à la disposition, quelque chose qui évoque une forme de rituel, comme une volonté d'accompagner, de dire au revoir dans une cérémonie sans témoin, comme quelqu'un qui enterre ses morts. Mais la famille n'est pas au complet. Xavier Dupont de Ligonnès ne repose pas auprès des siens. À cet instant précis, le père de famille n'est plus considéré comme un disparu. Il devient un fugitif et le principal suspect d'un quintuple meurtre. Xavier Dupont de Ligonnès donne son nom à l'une des pires affaires criminelles qu'ait connue la France. Après cette macabre découverte, les enquêteurs reprennent les fouilles un peu plus sérieusement dans la maison, mais cette fois, leur regard a changé. Ils ne cherchent plus à comprendre où la famille a disparu, ni depuis quand. Maintenant, ils tentent de reconstituer ce qui s'est passé avant le massacre. Dans la cuisine, ils découvrent de minuscules gouttes de sang, discrètes, presque invisibles à l'œil nu, des traces oubliées par celui ou celle qui semble pourtant avoir nettoyé les lieux avec soin. Le carrelage, à première vue, a l'air impeccable, lavé, récuré, sans la moindre tache apparente. Mais les éclaboussures sont là, sur les pieds de la table et ceux de 2 chaises. Les enquêteurs décident alors d'utiliser le Blue Star, le fameux produit capable de révéler les traces de sang, même lorsqu'elles ont été nettoyées. Et cette fois, le sol réagit, le seau aussi, ainsi que le balai. Tout ce qui a servi à rendre les lieux propres porte en réalité les marques du sang. Pour les enquêteurs, une hypothèse se précise. C'est sans doute ici, dans cette cuisine, que les corps ont été déposés temporairement avant d'être enterrés sous la terrasse. Au premier étage, les experts poursuivent leur relevé et peu à peu, les éléments retrouvés sur place commencent à dessiner le déroulement des faits. Dans la chambre de Benoît, ils repèrent une douille percutée de calibre 22 long rifle au pied du bureau. Dans celle de Thomas, un projectile est retrouvé sous le sommier. Il est déformé, comme s'il avait percuté une surface dure. Sur le matelas d'Arthur, des taches brunâtres ont imprégné le tissu malgré les tentatives de nettoyage. Ces indices disséminés dans les pièces des enfants orientent les enquêteurs vers une hypothèse glaçante, celle d'une exécution nocturne alors que chaque membre de la famille dormait dans son lit. Quelques jours plus tard, les autopsies confirmeront cette version des faits. Les analyses toxicologiques révéleront la présence de somnifères dans le sang et le foie des 4 enfants. Agnès, leur mère, n'en avait pas ingéré. Les examens ne détectent dans son organisme qu'un antidépresseur qu'elle prenait régulièrement. Même si les fouilles ne permettent pas de mettre la main sur l'arme du crime ou sur une lettre qui pourrait éclairer les événements, on se doute un peu de ce qui a bien pu se passer. On sait qu'ils ont tous été tués par balle. Et voici les détails du rapport d'autopsie. Agnès a reçu 2 balles dans la tête, dont une dans la tempe. Arthur a été atteint de 2 balles dans le crâne. Benoît de 3 balles dans la tête et de 2 dans le torse. Thomas a reçu 1 balle dans la poitrine et 2 dans le crâne. Quant à Anne, les légistes identifient 2 impacts à bout touchant dans la tempe droite. En début d'après-midi, afin de récolter le plus d'éléments possible sur Xavier, les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes auditionnent un proche de Ligonnès. C'est Emmanuel Teneur, l'un de ses amis les plus anciens. À ce moment-là, l'affaire a déjà éclaté dans les médias. Depuis le matin, les chaînes d'information diffusent en boucle les images du 55 boulevard Robert Schuman. Les journalistes répètent les mêmes éléments. Plusieurs corps ont été retrouvés sous la terrasse
et le père de famille reste introuvable. Face aux enquêteurs, Emmanuel raconte les 37 années d'amitié qui le lient au suspect. Il évoque un homme discret, attentif à sa famille, qu'il n'a jamais vu violent, ni instable, ni même en difficulté apparente. Lorsqu'on lui demande si son ami aurait pu faire du mal à ses enfants et à sa femme, Emmanuel répond sans hésiter « Non, c'est impensable et impossible ». Mais il finit par raconter cette scène vieille d'1 ou 2 ans. À l'époque, Xavier lui avait parlé de ses difficultés financières, mais cette fois-là, il avait prononcé une phrase qui aujourd'hui prend un autre relief. Il avait dit qu'il envisageait, selon ses mots, une solution définitive. Après cela, il n'en avait plus jamais reparlé. Mais pour les enquêteurs, cette phrase change la perspective. Ce qui pouvait encore ressembler à un basculement brutal commence à prendre l'allure d'un projet lentement mûri. Au fil de l'audition, les enquêteurs apprennent qu'Emmanuel a reçu un courrier de la part de Xavier. Des lettres soigneusement rédigées et datées du 8 avril, mais sans aucun cachet de la poste. Elles ont été déposées en main propre dans sa boîte aux lettres le lendemain, samedi 9 avril, avec un trousseau de clés, celui qu'Emmanuel avait confié à Xavier depuis longtemps pour le cas où. Les enquêteurs prennent note. Ce silence soudain n'est pas anodin, d'autant qu'Emmanuel explique que cette semaine-là, il avait essayé plusieurs fois de joindre Xavier sans succès. Il était injoignable, aucune réponse aux appels, rien. Seulement un SMS reçu le 8 avril, un message court, brouillon, écrit à la hâte. « Merde, problème de chargeur de tel. Je suis en route mais plus de piles. À demain au tel ou sur mail plus tard. Kiss. » Emmanuel remet les 2 documents reçus dans sa boîte aux lettres. Ce sont 2 feuilles A4. L'une semble collective, l'autre visiblement écrite pour lui seul, plus intime, plus personnelle. Elle est intitulée « Mon vieil ami ». Les policiers en prennent connaissance avec précaution. Ce qu'ils découvrent les déstabilise. Le ton est léger, presque trop. Rien à voir avec ce qu'on attendrait d'un homme dont on vient de retrouver toute la famille enterrée sous la terrasse. Xavier explique qu'il va devoir disparaître pendant quelque temps, plusieurs années peut-être. Il précise qu'ils ne pourront pas rester en contact, ni appel ni courrier. « Ça va faire bizarre, va falloir s'habituer », écrit-il, comme si tout cela n'était qu'un déménagement un peu particulier. 2 fois dans le texte, il glisse « LOL » écrit en majuscule, comme s'il cherchait à désamorcer ce qu'il est en train d'annoncer. Il demande à Emmanuel de faire attention à lui, de se soigner, d'arrêter de boire autant, en affirmant que la boisson est la source de tous ses maux. Puis il conclut par « Reste là jusqu'à mon retour, j'ai besoin de toi ». La seconde lettre, elle, s'adresse à un cercle plus large. Famille, amis, connaissances. Et cette fois, Xavier ne passe pas par 4 chemins. Le ton est volontairement joué, presque théâtral. Il commence par un « Coucou tout le monde », méga surprise. Nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Le reste du courrier développe un scénario à peine croyable. Il parle d'une exfiltration de dernière minute orchestrée par les autorités américaines. La famille aurait été intégrée à un programme de protection des témoins à la suite d'une affaire de trafic de drogue à grande échelle. Nouvelle identité, nouvelle vie, disparition totale. Xavier précise dans son courrier que toute communication est désormais impossible et que ceux qui restent doivent se contenter de quelques instructions pratiques. Parmi elles, le nettoyage de la maison, le tri de certaines affaires et la récupération des clés cachées dans le vieux compteur GDF qui est leur planque habituelle. En gros, pas d'inquiétude à avoir. Ils doivent juste disparaître, mais ils vont bien. Tout est planifié pour leur sécurité. Mais au milieu du texte, entre 2 directives, une phrase se détache. Elle est adressée à un certain Cédric, ami de la famille, censé gérer quelques formalités matérielles en leur absence. Et ce qu'elle contient fait basculer la lettre dans un tout autre registre. Xavier écrit « Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. » Il ajoute « Surtout, attention, je le répète, n'allez pas sous la terrasse après notre disparition. Pendant ce temps, à près de 1000 km de Nantes, 2 gendarmes patrouillent déjà depuis plusieurs heures dans les environs de Roquebrune-sur-Argent, une commune tranquille dans le sud-est de la France. Leur objectif est précis,
retrouver une Citroën C5, immatriculée 235 CG44. C'est le véhicule de Xavier Dupont de Ligonnès. S'ils sont ici, dans cette commune bien loin de la scène de crime, c'est parce qu'en exploitant les relevés bancaires de Xavier, les enquêteurs de Nantes ont repéré un retrait d'argent. 30 € effectués une semaine plus tôt dans un distributeur automatique de la Caisse d'épargne, ici, à Roquebrune-sur-Argent. À ce moment de l'enquête, c'est la seule trace physique qu'il a laissée derrière lui depuis sa disparition. Ils ne savent pas s'il est encore dans la région, ni s'il a passé la nuit dans l'un des hôtels des environs, ou encore s'il a retrouvé un complice. Il a peut-être repris la route, il est peut-être déjà loin, mais il est aussi possible qu'il soit toujours là, quelque part. Ils poursuivent donc leur vérification toute la journée et à 22h30, leur persévérance finit par payer. Sur le parking d'un hôtel Formule 1, juste en face d'un restaurant et d'un supermarché Lidl, ils repèrent une Citroën C5. Le modèle correspond, la couleur aussi. Alors ils notent la plaque. Puis, sans s'approcher davantage, ils appellent le centre opérationnel de la gendarmerie de Toulon pour confirmation. Quelques instants plus tard, la réponse tombe. Il s'agit bien du véhicule de Xavier Dupont de Ligonnès. Afin de sécuriser la situation, une équipe de la brigade de recherche et d'intervention de Nice, la BRI pour faire plus simple, est rapidement dépêchée sur place. Vaut mieux être prévoyant. Si Xavier est surpris et se retranche dans sa chambre d'hôtel avec sa carabine, cela peut tourner au carnage. Les hommes prennent position discrètement. À cette heure tardive, les lieux sont déserts, mais la tension est palpable. Il est 23h40. Le dispositif se met en place en silence et des silhouettes discrètes se positionnent autour de l'hôtel Formule 1. Chaque issue est surveillée, chaque mouvement est guetté. L'objectif, c'est de faire en sorte que le fugitif ne passe pas entre les mailles du filet. Le piège n'attend plus que lui. Le véhicule de Xavier Dupont de Ligonnès est toujours là, moteur froid, aucun signe de présence à l'intérieur. À minuit 45, les policiers prennent contact avec le veilleur de nuit. Celui-ci consulte les registres et confirme que 2 réservations ont bien été enregistrées au nom de Dupont Xavier, en date des 5 et 14 avril. L'étau se resserre, mais le mystère demeure. À 2h du matin, la directrice de l'établissement arrive sur place et remet aux enquêteurs les bandes de vidéosurveillance. Les agents visionnent chaque minute avec attention. Puis, sur les images datées du 14 avril à 15h30, ils le reconnaissent. C'est bien Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme est grand, mince, vêtu d'un pantalon clair et d'un pull bordeaux. Une autre caméra montre le même homme en train de quitter le parking à pied le lendemain à 16h10. Un bagage à l'épaule et un livre qui dépasse, Glacé, de Bernard Minier. Après cette image, plus rien. Aucune autre apparition, aucun passage repéré. Dans les jours suivants, le fugitif disparaît comme s'il s'était évaporé. À l'aube, la brigade d'intervention inspecte chaque chambre d'hôtel, une à une. Aucune trace du fugitif, aucune affaire oubliée, rien. Xavier Dupont de Ligonnès n'est plus là. Quand l'information remonte au bureau de la police judiciaire de Nantes, elle a un goût amer. Le suspect, qu'il traque depuis des jours, s'est volatilisé encore une fois. Et l'image de lui quittant l'hôtel à pied est déjà vieille de 6 jours. À ce stade, personne ne sait où il est, ni s'il est encore en vie. C'est à ce moment-là que les enquêteurs vont tenter d'en apprendre plus sur Xavier Dupont de Ligonnès, sur sa personnalité. Est-ce qu'il aurait pu se suicider lui-même un peu plus loin dans la forêt, ou a-t-il le profil d'un type qui va partir coûte que coûte en cavale? Et surtout, quel est le véritable motif derrière ce massacre sordide? Nous allons raconter l'histoire complète de Xavier Dupont de Ligonnès dans les moindres détails, de ses débuts jusqu'au massacre de sa famille. Installez-vous, parce qu'on va rentrer dans l'intimité d'une famille française qui avait beaucoup de secrets. Les secrets de famille. Xavier Dupont de Ligonnès voit le jour en 1961 à Versailles. Il naît au sein d'une famille issue de l'aristocratie française. Le père de Xavier, Hubert Dupont de Ligonnès, est un homme de son époque, élevé dans les valeurs classiques d'une aristocratie discrète, mais encore attachée à ses titres. Il se marie à Geneviève Maître. Leur mariage a lieu en 1955, et ce n'est pas une histoire de grand amour qui les unit, mais une alliance, une union convenue, comme on en voit souvent dans ces milieux où l'équilibre social et la préservation du rang priment sur les sentiments.
Leur première fille, Véronique, voit le jour en septembre 1957. La famille s'installe à Versailles, aux 50 rue du Maréchal Foch. Un appartement bourgeois, sobre, bien situé. C'est là que naît Xavier en 1961. Quelques années plus tard, en 1966, la famille s'agrandit à nouveau avec l'arrivée d'une petite sœur, Christine. Selon Geneviève, Xavier est un enfant sans histoire, facile à vivre, intelligent, bon élève. Il ne crée pas de vagues. Un fils comme on en souhaite dans les milieux où la retenue et la bienséance tiennent lieu de repère. Il préfère qu'on l'appelle simplement Ligonesse, sans les fioritures du nom complet. Ce n'est pas un rejet. Il porte toujours à son doigt une chevalière frappée du blason familial, une façon discrète de montrer que l'héritage est toujours là, et qu'il en est fier, même s'il ne le revendique pas plus que ça. Derrière l'apparente stabilité de la famille, les fondations commencent à céder assez tôt. À peine adolescent, Xavier assiste à l'effondrement progressif du foyer. Hubert, son père, multiplie les projets sans lendemain. Il veut réussir, monter une entreprise, faire fortune. Mais il s'endette, notamment auprès de l'URSSAF, qu'il oublie volontairement de régler. En 1972, Hubert quitte Geneviève et les enfants, puis part quelques années plus tard refaire sa vie en Côte d'Ivoire. Avec Catherine, sa secrétaire, loin de tout. Son départ laisse derrière lui un vide affectif et matériel. Geneviève, la mère de Xavier, elle, prend un chemin radicalement différent. Très croyante, en décalage croissant avec la réalité, elle s'enfonce peu à peu dans un monde à part. Elle affirme recevoir des messages de Dieu et plonge progressivement dans un univers spirituel fait de révélations divines, de symboles mystiques et de visions prophétiques. Elle annonce des effondrements à venir, des catastrophes imminentes, des temps de chaos. Geneviève crée un petit groupe de prière, le message d'amour et de miséricorde. Xavier et ses sœurs y sont intégrés. Cette foi intense s'accompagne d'une certitude. Le monde court à sa perte, l'apocalypse s'approche et seuls les vrais croyants seront capables de traverser les ténèbres. Cette croyance installe un climat de peur. Peu à peu, le cocon familial se referme sur lui-même. La maison devient un refuge. Avec les années, ce conditionnement devient un socle. Xavier a beau être encore très jeune, il endosse déjà, sans qu'on le lui demande, le rôle de chef de famille. Il développe une loyauté rigide et presque idéologique. Pour lui, on ne quitte pas sa famille, jamais, ni par lâcheté, ni par faiblesse, ni même par désespoir. Fuir, c'est trahir. En 1974, Xavier fait une rencontre décisive, celle qui va marquer près de 40 ans d'amitié. Il a 13 ans, Emmanuel Teneur en a 14. Ils se croisent pendant les vacances d'été. Emmanuel, lui, est plus réservé, plus effacé. Il l'observe et doute parfois de sa place. Mais dans l'assurance de Xavier, il trouve un modèle. Il voit en lui ce qu'il n'arrive pas à incarner lui-même. Du charisme, du panache, une confiance qui semble inébranlable. Emmanuel n'hésite pas longtemps. Il veut devenir son ami, son meilleur ami même, et il le sera pour les décennies à venir. Très vite, il devient le témoin silencieux des moments importants dans la vie de Xavier, et son témoignage sera l'un des plus importants à entendre au moment de l'affaire. En 1979, Xavier fait la rencontre d'Agnès Audanger, une jeune femme issue d'un milieu aisé entre avocat et architecte, née à Neuilly-sur-Seine le 9 novembre 1962. Comme s'il cherchait à s'installer plus vite que les autres dans le monde adulte, Xavier s'engage très tôt dans une relation sérieuse. Ils se croisent d'abord au lycée, puis se rapprochent rapidement. 3 ans plus tard, en 1982, ils se fiancent. Il a 21 ans, elle en a 20. Pour l'entourage, ça va un peu vite, mais pour lui, ça fait sens. Il a déjà quitté l'adolescence depuis longtemps. Dans les années 80, Xavier et Agnès prennent la direction du Sud. Officiellement, c'est pour raison de santé, car il a un pneumothorax à soigner. Mais ce déménagement ressemble aussi à une fuite. Il s'éloigne de Versailles, de l'étau familial de Geneviève. Aix-en-Provence devient un point de chute. C'est là qu'il entre chez SCEA, une société spécialisée dans les engrais et le matériel de jardinage. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Michel Rétif, très important dans notre affaire, lui aussi dans la vente. Et très vite, une forme d'alchimie s'installe. Michel est frappé par la façon d'être de Xavier.
Il ne parle pas d'un simple collègue, mais d'un homme à part. À ses yeux, Xavier a quelque chose de plus. Il pense plus vite, voit plus loin, comprend mieux. Michel a de l'admiration dans le regard quand il observe Xavier, et celui-ci prend une place particulière dans sa vie. Il devient son modèle. Là où Emmanuel tient le rôle de meilleur ami, Michel prend celui de frère. Et Michel, ça va être un peu plus qu'un frère parce qu'il va avoir tendance à bien s'entendre avec Agnès. Vous allez voir d'ailleurs. Entre Xavier et Agnès, les premières fissures apparaissent tôt. Pour elle, c'est une évidence. Il est son premier amour, mais pour lui, c'est plus nuancé. Il tient à elle sans doute, mais il aime ce qu'elle représente. Une forme de stabilité, de loyauté, de normalité. L'été 1982, après leur fiançailles, ils partent tous les deux en vacances en Corse. Un été censé sceller le début de leur histoire. Mais sur l'île, tout déraille. Dans la chaleur estivale, Xavier tombe sur Claudia, une Allemande. Aux allures de mannequin, blonde, grande, solaire, elle travaille dans un camping et son bronzage en maillot de bain fait chavirer le cœur de Xavier. Ils quittent tout sur un coup de tête, alors que leur nouvelle vie à deux commence à peine. C'est donc seul et le cœur en vrac qu'Agnès retourne en région parisienne. Pendant ce temps, Xavier prend du bon temps et il a déjà oublié Agnès dans les bras de Claudia. Pendant plusieurs années, il passe son temps à faire des trajets entre le Var et Hanovre pour la voir, mais leur passion finit par s'éteindre. Notre bon Xavier se retrouve seul, parce qu'Agnès, elle, ne veut plus de lui, bien évidemment. Xavier se retrouve seul et en plus, il se fait licencier. Plus de travail, plus de couple, plus d'obligations immédiates. Pour la première fois depuis des années, il n'a de compte à rendre à personne. Et cette liberté soudaine, il n'a pas l'intention de la gaspiller. Alors, il compte en profiter. Il propose à Michel Rétif, son frère, une idée aussi excitante qu'impossible à refuser pour lui. Partir en road trip aux États-Unis, juste eux deux, vivre l'aventure d'une vie. À la fin de l'année, ils atterrissent à New York, puis descendent jusqu'à Jacksonville en Floride, où vit Hugues, un cousin de Xavier. Là, ils achètent une voiture d'occasion et prennent la route. Ce qu'ils partagent durant ce périple forge leur amitié. Les liens se font plus profonds et se renforcent de jour en jour jusqu'à devenir inébranlables. Et les deux amis en redemandent. Ils repartiront 2 fois encore. 3 voyages au total de 3 mois chacun, au cours desquels ils estiment avoir foulé la terre de 48 des 50 États américains. Et chaque fois, Xavier revient un peu plus convaincu que c'est ça, sa vraie vie, loin des attaches, loin des masques, loin des attentes des autres. Pour financer les voyages suivants, Xavier et Michel montaient un petit business. Ils importent des voitures américaines en France, des modèles mythiques comme des Mustangs, et les revendent avec bénéfice. Pour brouiller les pistes, Xavier joue avec les différents noms qui composent le sien. Une carte grise au nom de Dupont, une autre sous le nom Ligonnès, une troisième au nom de Dupont de Ligonnès. Ça lui évite certaines taxes et impôts, mais ça ne va pas durer bien longtemps. De passage à Versailles, Xavier revoit Agnès pour prendre des nouvelles. Elle est enceinte, et le père de l'enfant, un certain François, a pris la fuite. Il a refusé de reconnaître le bébé. Et là, Xavier abandonne tout, la liberté, les routes, les États-Unis. Il revient vers elle, s'excuse de l'avoir quittée pour Claudia du camping, et accepte de reconnaître l'enfant s'ils se remettent ensemble. Marché conclu. En juillet 1990, Agnès accouche d'un petit garçon, Arthur. Xavier le reconnaît comme son fils. L'année suivante, en septembre 1991, il épouse Agnès, son amour de lycée, au cours d'une cérémonie discrète. Retour au point de départ. Xavier Dupont de Ligonnès ne laisse planer aucun malentendu sur ses choix. Il ne prétend pas être le père biologique d'Arthur et ce n'est pas une gêne pour lui d'insister sur le fait qu'il ne pouvait pas laisser Agnès l'élever seule. Au contraire, il aime rappeler qu'il a pris le relais là où un autre s'est éclipsé. Mais endosser le rôle de père, ça exige à ses yeux de réussir, de prouver qu'on est à la hauteur de ce rôle et de ramener de l'argent pour faire vivre la famille. Pendant qu'il multiplie ses tentatives pour faire décoller sa carrière, la vie de famille, elle, avance. Le 28 août 1992, Thomas naît. 2 ans plus tard, c'est Anne, le 2 août 1994. Et enfin le petit dernier, Benoît, vient au monde le 29 mai 1997.
En 1999, Xavier pense enfin tenir son grand projet. À cette période, Internet s'installe dans les foyers, les modems grésillent à l'allumage, et chacun semble croire que le premier venu peut devenir riche du jour au lendemain, à condition d'avoir la bonne idée au bon moment. Xavier fait partie de ceux-là. Il imagine un site pensé pour une cible bien précise, les commerciaux itinérants, ceux qui, comme lui autrefois, avalent les kilomètres, dorment à l'hôtel et cherchent des adresses fiables. Son concept est simple, recenser des établissements testés et approuvés, négocier des tarifs préférentiels pour ses clients, qui iront donc dans ces hôtels participant au programme, une visibilité pour les uns, des réductions pour les autres. Pour faire exister son idée, il commence par structurer le tout. Il crée une première entité, la Route des commerciaux, une association censée fédérer autour de son concept. Puis vient le CELRF, une entreprise cette fois chargée de porter le projet commercial. Mais il ne s'arrête pas là. Autour de ce duo central, il tisse un ensemble plus nébuleux, des sites annexes, des plateformes, des sous-domaines à rallonge, des entités qui gravitent autour du projet principal, sans toujours qu'on sache qui fait quoi. Et pour compléter l'édifice, il crée une deuxième association, la Fédération des commerciaux. En 2001, Xavier a trouvé son rythme. Il s'est aménagé un espace de travail dans le garage de la maison familiale. Pas de bureau design, ni de chaises ergonomiques, juste une planche posée sur 2 tréteaux, un téléphone à portée de main et des feuilles volantes qui s'entassent autour de lui. Il fume beaucoup, toujours la même marque, toujours le même rythme. Une Philip Morris Light toutes les 15 minutes. Il passe ses journées à contacter des hôtels, remplir des tableaux, projeter des bénéfices à 6 chiffres. L'univers entier tient entre ses murs, sa boîte, son avenir, sa mission. Dans le quartier, on le reconnaît à son véhicule, un van américain massif immatriculé en Floride qui roule sans plaque française. Cette même année, un événement bouleverse la vie d'Agnès. Son père décède et laisse derrière lui un héritage conséquent, d'environ 350 000 €. Pour Xavier, la perte qu'Agnès ressent, c'est une opportunité. Son premier réflexe, c'est de lui dire que cet argent, c'est l'opportunité de leur vie et qu'il faut absolument l'investir dans son entreprise qui répertorie les hôtels et bons plans. Une partie des fonds sont donc injectés dans la structure que Xavier est en train de bâtir. Le reste de l'héritage d'Agnès sert à soutenir les dépenses quotidiennes de la famille, qui vit comme si la société rapportait de l'argent. Sauf que le site n'est toujours pas rentable. Mais cette entrée d'argent donne l'illusion aux Ligonès qu'ils ont déjà fait fortune et que la réussite est là. Sauf qu'ils vivent à crédit. Au tournant des années 2000, Xavier décide même de franchir à nouveau l'Atlantique. Mais cette fois, pas seulement pour les vacances. Direction la Floride avec toute la famille. Et dans les bagages, un vieux rêve repeint aux couleurs du Nouveau Monde. S'installer aux États-Unis pour relancer son projet, l'adapter au marché américain et vivre enfin le rêve qu'il caressait depuis des années. Les enfants sont inscrits à l'école et de novembre 2002 à l'été 2003, la famille s'installe au Little Inn Sea, un hôtel de bord de mer situé à Fort Lauderdale. Plage, sable blanc palmier, ciel bleu, un décor de carte postale. Mais malheureusement, c'est éphémère. Ce n'est pas le début d'une nouvelle vie, mais une simple parenthèse. Moins d'1 an après leur arrivée, l'expérience tourne court et la famille plie bagages pour rentrer en France. Pour eux, le rêve américain, comme pour beaucoup d'autres, s'est évaporé. Le projet de Xavier ne prend pas et les ressources fondent. Et au lieu de trouver un boulot en rentrant en France, non, Xavier n'abandonne pas son projet de site internet. Il recrute même plusieurs commerciaux pour aller convaincre des hôtels de s'inscrire sur son site. Dans les commerciaux recrutés se trouvent ses amis proches, Michel Rétif et Cédric M. Il croit encore que le projet peut être un franc succès, qu'il suffit d'un bon réseau, d'une impulsion, de saisir la bonne opportunité. Alors, Xavier sillonne la France, démarche les hôteliers, vend l'idée comme on prêche une vision. Il promet la visibilité et la fidélisation. Certains hôteliers sont séduits et payent pour figurer sur la fameuse plateforme de Xavier. Mais les retours sont décevants. Les hôtels n'observent aucun changement dans leur fréquentation. Aucune vague de clientèle supplémentaire, rien. Les promesses ne se traduisent pas dans les chiffres. Plusieurs établissements demandent à récupérer leurs investissements. Xavier, contraint, les rembourse.
Mais Xavier, sans tête, s'accroche comme un tic à ce vieux rêve et refuse de laisser tomber cette idée de génie. Il continue d'injecter de l'énergie, de l'argent, du temps et avale des kilomètres pour tenter de convaincre les hôteliers des 4 coins de la France d'apparaître sur son site en échange d'un petit billet. Mais ça ne marche pas. Il dépense plus que ce qu'il gagne. Xavier confond persévérance et acharnement. S'il s'était arrêté à temps, la famille aurait pu rebondir grâce à l'héritage d'Agnès. Mais à trop suivre l'obsession de Xavier, le mal est déjà fait. Le séjour américain a englouti une bonne partie de cet héritage. Entre les mois passés à l'hôtel, les dépenses sur place, les investissements sans retour et l'administration de son site, qui continue de brûler les dernières réserves, l'argent fond comme neige au soleil. En 2004, Xavier ne peut plus faire illusion. Il finit par avouer à Agnès qu'il a du mal à faire rentrer de l'argent. Ça ne rentre pas assez et pas comme il l'avait prévu. Chez les Ligonès, on commence à se poser une question qu'on n'aurait jamais pensé devoir se poser un jour. Comment faire pour tenir jusqu'à la fin du mois ? Ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement un projet entrepreneurial, c'est un pan entier de leur intimité et un morceau du lien amoureux aussi. Mais Xavier choisit de ne rien voir, de détourner les yeux sur les problèmes que cause son obsession. Ou plutôt, il fait comme si tout allait bien. Il continue à jouer son rôle sans jamais lever les yeux sur ce qui se fissure autour de lui. Au début, Agnès y croyait. Elle posait des questions, proposait des idées, passait des coups de fil aux professionnels de la route des commerciaux pour s'impliquer. Elle espérait trouver un moyen de les aider, de se faire une place dans la société et d'avoir aux yeux de son mari une certaine utilité. Elle suggérait des ajustements sur les documents, les supports, la manière de présenter les offres. Mais Xavier ne lui a jamais laissé la possibilité de se faire réellement une place. Elle avait beau financer le projet, elle n'avait pas son mot à dire. Ce projet, c'était celui de Xavier, et au fond d'elle, Agnès se rumine. Du mardi au vendredi, Xavier est sur les routes, et le silence de la maison amplifie celui du couple. Agnès a le sentiment d'être seule, seule avec les enfants, seule avec ses pensées. Et plus le temps passe, plus cela l'étouffe. Alors, à partir de 2004, elle cherche une échappée. Elle s'inscrit sur des forums en ligne. Derrière l'écran froid, dans le silence d'une maison trop pleine et trop vide à la fois, elle laisse couler les mots comme on ouvre une brèche. Elle y parle de sa vie, de son mariage, de cette relation qui ne ressemble plus à ce qu'elle avait espéré. Elle aborde aussi, dans ses confidences, ce qui se dit encore plus difficilement que le reste, sa vie intime, son désir. Elle dit simplement qu'elle en ressent beaucoup, qu'elle aimerait faire l'amour plus souvent, qu'elle en a besoin, et que quand ce n'est pas possible, elle le fait seule, plusieurs fois par semaine. Elle se demande si c'est normal, si c'est trop, si c'est elle qui déconne. Dans la chambre conjugale, ce n'est pas la liberté qui règne, c'est une gêne muette, une retenue pesante. Pour Agnès, plus les années passent, plus le manque devient lourd à porter, jusqu'à lui faire peur. Elle écrit à demi-mot qu'elle redoute, un jour, de franchir une limite, de se perdre ailleurs, dans les bras d'un autre, si rien ne change. À l'automne 2004, elle décrit un couple à bout de souffle, un quotidien devenu rigide, sans chaleur. J'ai des soucis dans mon couple car j'ai un mari qui est très vieux jeu dans sa façon d'être dans la famille. Le père est le chef, s'il donne un ordre, on l'exécute sans avoir à questionner ni à comprendre. Et quelques jours plus tard, le 23 octobre, elle poste un autre message qui sonne comme une alarme. Je vais mal, je suis en manque de tout, de tendresse, d'amour, d'amis, de sexe, de tout. Il était absent pendant 5 jours. Ce soir, il rentre tard et moi, je n'aurai qu'une envie encore et encore, pleurer à l'aide. L'été 2005, Agnès tente un sursaut, une petite rébellion qui crée une brèche infime dans le mur qui l'enferme. Xavier vient une fois de plus frapper à la porte de sa bonté pour obtenir un peu plus de son héritage. Il lui reste à peine 46 000 € sur les 350 000 reçus après la mort de ses parents. Et cette somme, elle y tient. Ce pécule préservé des ambitions de Xavier représente tout ce qui lui reste. Et puis, au fond, elle le sait. C'est sa seule carte de sortie, son maigre parachute, si jamais tout s'effondre. Alors, quand Xavier lui annonce que cet argent est indispensable pour financer la prochaine phase de son entreprise, le projet Cristal, Agnès dit non.
c'est la toute première fois qu'elle ose refuser. Jusqu'ici, elle avait toujours cédé, toujours cru, ou voulu croire, que ça allait marcher, que cette fois serait la bonne. Mais cette fois, non. Elle se l'interdit, parce que c'est sa dernière chance de garder un semblant d'autonomie. Parce que refuser, c'est peut-être aussi un moyen de poser une limite. Xavier pète un plomb, il quitte la maison, claque la porte et accuse Agnès de tout compromettre et de les mettre en faillite. Selon lui, ces 46 000 €, ce n'est pas un luxe, mais un passage obligé pour éviter l'endettement. Le couple est en phase de rupture à ce moment-là. Xavier appelle alors Emmanuel Teneur puis Michel Rétif. Ces deux amis fidèles, transformés malgré eux en messagers, chargés de convaincre Agnès qu'elle fait fausse route. En parallèle, Xavier l'inonde d'emails. Il alterne entre le ton paternaliste et le mépris à peine voilé. Il commence par un ton condescendant, « ma pauvre chérie », avant d'enchaîner les reproches masqués sous des phrases en apparence rationnelles. Là, il faut vraiment que tu comprennes, car sinon on va à la catastrophe totale. Je suis sérieux et je te demande de l'être aussi. Et comme souvent, il retourne la situation. Ce n'est pas lui, c'est elle. C'est sa faute à elle, si tout vacille. Son manque de foi, son excès de prudence, son entêtement. Et puis un jour, en juillet 2005, un courrier arrive. Une lettre ouverte aux familles et aux amis d'Agnès et de Xavier, envoyée à tout leur entourage. 6 pages de justification, de démonstration implacable, où Xavier s'explique sur leur situation pour éviter les ragots. Mais derrière cette façade rationnelle, c'est une offensive, une manière de désigner Agnès comme le seul facteur d'échec. Selon lui, il existe 3 solutions, mais toutes ne se valent pas. La première, qui est aussi, d'après ses arguments, la plus sensée, est évidemment la sienne. Utilisation normale d'une poche de sécurité que nous n'avons pas touchée depuis 2 ans. Resterait 31 000 € et la possibilité de reconstituer petit à petit au cours des prochaines années. Sans aucune surprise, celle d'Agnès, qui est de garder l'argent en sécurité, est à la dernière place. Il évalue en écrivant « solution extrême, stupide et ridicule », due à un blocage psychologique incompréhensible. Une conclusion tout à fait objective. 3 mois passent, 3 mois de rupture en apparence, mais pas de libération, car même à distance, l'emprise continue d'agir. Agnès pense peut-être avoir repris un peu de pouvoir, un peu d'air. En novembre 2005, une nouvelle lettre circule parmi leurs proches. Une mise au point, mais déguisée en réconciliation. En préambule, Xavier annonce la couleur. Il s'agit, dit-il, de tenter d'effacer l'image négative qu'elle a pu donner de moi et à laquelle vous avez cru bien volontiers. Dans la lettre, Agnès affirme « Xavier n'a jamais vécu à mes crochets comme un croqueur d'héritage. J'ai foi en ses projets qui sont maintenant bien avancés et prometteurs, et je regrette de lui avoir mis des bâtons dans les roues. » Agnès et Xavier se remettent officiellement ensemble. Sauf que même si Xavier tente de sauver les meubles et manipule complètement la situation, les chiffres ne mentent pas. L'état financier de la famille Ligonès est absolument catastrophique et les huissiers commencent à rôder autour du domicile. Xavier a beau pointer du doigt Agnès, l'accuser d'être ingrate, instable ou incapable de le soutenir, ce n'est pas elle qui a précipité leur famille dans le gouffre financier. Ce n'est pas elle qui a menti aux officiels en manipulant les chiffres. Ce n'est pas elle qui a emprunté à tout va en maquillant la réalité. Les faits, eux, sont plus têtus que le discours et ne vont pas dans le sens de Xavier. Vers 2003, il commence à falsifier des courriers administratifs. Il rédige des lettres destinées à l'URSSAF, en se faisant passer pour sa sœur Véronique, qu'il désigne comme trésorière de l'association. Il tente de faire croire que la route des commerciaux vient à peine d'embaucher son premier salarié. Lui, une façon d'obtenir, il l'espère, des exonérations de cotisations. En réalité, d'autres collaborateurs ont déjà été payés bien avant lui, comme ses proches amis, notamment François, Cédric et Michel Rétif. La manœuvre ne fonctionne pas. L'URSSAF n'est pas dupe et refuse ses demandes à plusieurs reprises. À cette période, la route des commerciaux doit plus de 10 000 € en cotisation. Il y a aussi une ardoise de 7 500 € auprès de la caisse de retraite. Alors, Xavier fait comme il a toujours fait, il manipule les chiffres.
il se déclare un salaire de 5 000 € par mois en tant que responsable commercial, uniquement pour pouvoir se licencier et toucher les allocations chômage. Pendant 1 an et demi, ça passe. Il touche environ 3 000 € mensuels de chômage. Mais ces faux salaires génèrent de vraies charges sociales. Et comme il ne les paie pas, sa prétendue solution alourdit évidemment la dette. Et comme si l'ardoise avec l'URSSAF ne suffisait pas, Xavier continue de creuser. Il multiplie les prêts à la consommation pour lui-même et pour sa famille. À Cofinoga, ils doivent 22 000 €. À Finaref en réclame 3 000, et ce n'est qu'un début. Xavier emprunte à tout le monde, à la famille, aux amis, et à peu près à tout ce qui bouge dans leur entourage et qui a un compte bancaire. Emmanuel Teneur devient son guichet ambulant. Il accorde à Xavier des petits prêts allant de 1 000 à 5 000 € dès qu'il lui demande. Michel Rétif aussi répond toujours présent. Mais Xavier a d'autres personnes autour de lui à qui il peut demander, et il ne s'en prive pas. Dès qu'il est sur Paris, il en profite pour demander de l'argent à son cousin Hugues. Il repart à chaque fois avec 1 000 ou 2 000 € en poche. Ce n'est que bien plus tard que Hugues découvrira l'ampleur réelle de la dette en apprenant que sa propre mère, de son côté, avait elle aussi prêté près de 10 000 € à Xavier en plusieurs fois. Et après la mort de son beau-père en 2007, une autre surprise, il découvre encore de nouvelles créances. Mais la liste ne s'arrête toujours pas là. Il a emprunté à sa sœur Christine, puis au compagnon de celle-ci, Bertram de Verdun. Il a réclamé de l'aide à Françoise, la voisine qui vit dans la chambre de bonne au-dessus de chez sa mère, et à d'autres encore, trop nombreux pour les compter. Une dette vient en masquer une autre, et la nouvelle sert à tenir jusqu'à la prochaine. Il rembourse l'un en empruntant à l'autre. Une mécanique infernale qu'il tente de faire tourner à la seule force de ses promesses. Sauf qu'à un moment, il n'y a plus personne pour lui prêter, et là, ça s'effondre. Cette situation sur le fil du rasoir affecte de plus en plus son état, et son corps commence à réagir. Il parle de douleurs au ventre, de sueurs froides qui l'arrachent au sommeil, de tensions qui ne s'apaisent qu'en se levant et en se remettant au travail. Quand ça devient trop lourd, il descend dans sa grotte, son bureau en sous-sol, exigu et humide, où il s'enferme seul avec son ordinateur. Il refait les comptes, aligne les chiffres, élabore des plans, encore un, puis un autre. Il rature, réécrit, convaincu qu'il va finir par trouver la formule magique qui fera tenir la façade. Xavier s'enferme de plus en plus dans ses plans de sauvetage, comme si l'idée même de perdre ce qui n'a jamais vraiment été créé lui était insupportable. Mais à force de jouer avec les lignes, on finit par en franchir une. Et c'est exactement ce qui se produit à l'été 2007. Pendant que son meilleur ami Emmanuel Teneur profite de quelques jours de vacances en Égypte avec sa sœur, Xavier, fidèle à ses habitudes, se propose de venir le chercher à son retour. Il l'attend à la gare de Nantes, l'accueille avec le sourire comme s'il ne s'était rien passé. Arrivé devant l'appartement, Xavier sort le double de clés qu'il possède depuis des années. Il ouvre la porte avant même qu'Emmanuel n'atteigne la serrure. Mais quelque chose cloche. La serrure a été forcée. À l'intérieur, tout est sans dessus-dessous. Des tiroirs vidés, des objets renversés. Un chaos qui ne laisse aucun doute. L'appartement a été visité. Emmanuel fait l'inventaire à toute vitesse. Les 6 000 € qu'il avait dissimulés dans un recoin du canapé ont disparu. Plusieurs bijoux familiaux aussi, sauf une médaille de baptême restée là. Il dépose une plainte pour cambriolage, sans savoir encore que le voleur n'y a peut-être jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Quelques jours passent avant que Xavier ne revienne, tête basse. Il raconte une histoire un peu bizarre. Pendant l'absence d'Emmanuel, il aurait utilisé l'appartement pour y recevoir une femme. Juste une rencontre, rien de plus. Il serait sorti brièvement chercher des cigarettes, et à son retour, elle aurait disparu avec l'argent et les bijoux. Il admet du bout des lèvres avoir accentué les dégâts sur la serrure pour rendre l'effraction crédible. Voilà, il a honte. Promis, il va rembourser. À l'époque, Emmanuel n'a pas creusé, il n'a pas posé trop de questions. Peut-être qu'il a cru à cette version. Peut-être qu'il a simplement préféré y croire, parce que la vérité aurait été plus dure à avaler. Le vrai point de bascule arrive en février 2009, par une rencontre, ou plutôt des retrouvailles. Xavier retombe sur Catherine Vauque, sa toute première petite amie, qu'il avait rencontrée alors qu'il sortait à peine de l'adolescence.
Ils avaient eu une petite aventure ensemble, mais rien de bien sérieux. Xavier retisse le fil. Il lui écrit, elle lui répond. Les échanges se multiplient. Il comble les années, évoque les souvenirs, leur vie respective. Lui parle de sa famille, de ses 4 enfants, de ses chiens Jules et Léon, de son super projet de site internet, mais sans lui dire qu'il est ruiné. Elle, c'est tout l'inverse. Célibataire, patronne, à l'aise dans le luxe comme dans les décisions. Elle descend dans des hôtels de standing, fréquente les bonnes tables, vit dans un décor que Xavier n'a fait qu'effleurer et il en est fasciné. Ils finissent par se revoir un soir d'avril, dans la région parisienne. À peine leur relation entamée, Xavier commence à parler affaires. Il lui présente ce qu'il appelle fièrement son projet Cristal, le même dont il avait parlé à Agnès, mais dont il a changé quelques détails. Le principe est simple, créer un club dont les membres recevraient, lors de leur séjour dans les hôtels partenaires, un ticket de jeu de la Française des Jeux. Ce ticket, financé par les établissements, serait le prix de leur appartenance au réseau. Et si l'un des tickets s'avérait gagnant, les bénéfices seraient partagés entre l'hôtelier, le client et l'association. Xavier met tout son argent là-dedans et demande 50 000 € à Catherine. Catherine est patronne, elle a de l'argent. Elle voit bien que le projet est bancal, mais Xavier réussit malgré tout à l'embobiner. Il lui promet de signer une reconnaissance de dette pour la rembourser. Et Catherine, le 3 juin 2009, lui signe un chèque de 50 000 €. Ces 50 000 €, Xavier les crame instantanément pour faire croire à Agnès que tout va bien. Il lui achète une voiture décapotable, l'emmène dans des hôtels, des restaurants, en week-end, et en quelques semaines, il n'y a plus rien. Sauf que Catherine revient vers lui et lui réclame ses 50 000 €. Jusqu'ici, Xavier s'était toujours arrangé. Emprunter sans toujours rendre, promettre, repousser, manipuler. Il pensait sans doute que cette somme, même élevée, ne serait qu'un prêt parmi tant d'autres. Mais Catherine, elle, n'est pas crédule. Dès l'automne 2009, elle en parle à ses amis. Elle raconte comment l'homme revenu d'un passé idéalisé lui a soutiré de l'argent et comment il l'a ensuite dilapidé. En octobre, il finit par avouer. Oui, il a utilisé le chèque pour payer des dettes et se faire plaisir. Furieuse et blessée, elle coupe toute relation. Xavier l'ensevelit alors sous les messages. À bientôt. Elle accepte une seule fois, en janvier 2010, dans un hôtel-restaurant proche de chez elle. Une ultime entrevue pour lui dire qu'elle ne cède plus, qu'il doit rembourser, sinon ce sera les avocats. Peu importe ses excuses. Xavier ne le sait pas encore, mais à ce moment-là, le château de cartes s'est déjà effondré. Pourtant, Xavier tente encore de jouer la corde sensible, de se présenter en homme acculé, au bord du précipice. Mais comme elle le lui a annoncé, elle ne cède plus. Quelques mois plus tard, le ton change encore plus. Le 2 juillet, elle lui envoie « Comment peut-on manquer d'honneur à ce point ?» Il répond par une phrase qui en dit long. « Pour moi, il s'agit de ma survie, ni plus ni moins. Je suis au pied du mur. » En juillet, ça passe ou ça casse définitivement. 3 jours plus tard, le dossier est transmis à son avocat. Elle parle de manipulation, de mensonge, de récidive. Et en août, le tribunal autorise la saisie conservatoire des comptes de l'association de Xavier. À partir de là, il dégringole pour de bon. Plus de trésorerie, plusieurs mois de loyers impayés et personne à qui se raccrocher. Il envoie des mails de détresse à des connaissances, demande 5 000, voire 10 000 €, n'importe quoi pour tenir un peu plus longtemps. Il n'obtient rien. Et face à Catherine, le ton devient noir. Il lui écrit que la seule issue, bientôt, sera de faire cramer toute sa famille. À son avocat, il se présente comme ruiné au bord de la rue, sans patrimoine, sans revenu, sans filet. Il n'y a plus que le vide derrière l'écran de fumée. Le 11 juillet, Xavier écrit à ceux qui depuis toujours comptent pour lui. Ses 2 plus proches amis, Emmanuel Teneur et Michel Rétif. Dans son message, il joint un fichier sobrement nommé « Disposition Xavier ». Il leur demande simplement de le garder, juste au cas où il lui arriverait quelque chose. Dans ce courrier, il décrit brièvement la situation dans laquelle il se trouve. Il la qualifie de plus que précaire. Puis, sans détour, il ajoute une phrase qui donne un ton glacial. « Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur avec une décision définitive à prendre, mort seule ou mort collective. » Il ne donne pas plus de détails. Il n'y a pas plus d'explications, pas de plan.
Seulement cette perspective lancée comme une échéance, un point de bascule à venir entre deux options néfastes. Mi-septembre 2010, la situation se resserre encore un peu plus autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Le 17, un huissier se présente devant la maison familiale du boulevard Schumann. Il est porteur d'une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes. Ce n'est pas Xavier qui ouvre la porte, mais sa fille, Anne. Elle récupère l'avis de passage sans forcément comprendre l'importance de ce document et sans savoir que cette situation, c'est exactement ce que son père voulait éviter. Il voulait à tout prix que personne ne soit au courant de ses supercheries entre sa double vie et le gouffre financier. Le papier qu'Anne a dans les mains, c'est la conséquence directe de ce que Catherine avait annoncé à Xavier. Elle a dépassé le stade de la simple menace. Maintenant, elle la met à exécution. La récolte de ce que Xavier a semé vient d'arriver. Il doit rembourser ces 50 000 € qu'il n'a plus. Et pendant que la justice suit son cours, la vie de Xavier continue de plonger dans le cauchemar. Le 20 janvier 2011, à Levallois-Perret, son père meurt soudainement d'un arrêt cardiaque. Xavier prend la nouvelle et se rend sur place dans la soirée. Malgré leur histoire complexe, malgré les années de distance et les rancœurs silencieuses, la disparition d'Hubert touche quelque chose de profond. Toute sa vie, Xavier a tenté de tracer un chemin différent, de faire mieux, de ne pas reproduire le schéma. Mais les ressemblances finissent par s'aligner. Les dettes, les échecs, les failles, même les noms de leurs maîtresses sont identiques. Mais Xavier ne s'attarde pas dans le sentiment. Le lendemain, il utilise la carte bancaire de son père pour retirer 5 000 € et il le fera encore 2 autres fois les jours suivants. Il ira même jusqu'à se faire 3 chèques en imitant la signature d'Hubert pour un montant supplémentaire de 6 700 €. Le cercueil n'est pas encore fermé qu'il saisit déjà ce qu'il reste à prendre. Pendant plusieurs jours, dans l'appartement de son défunt père, il vide les armoires, trie les affaires, fouille les placards. C'est à ce moment-là que, derrière un rang de costumes, il tombe sur une carabine 22 Long Rifle. Il assemble l'arme, la place dans le coffre de sa voiture, puis s'en va. Le plan macabre a débuté. Le massacre des Ligonnès. Même après le décès de son père, Xavier ne laisse rien transparaître. Pourtant, en coulisses, quelque chose se prépare. Il s'entraîne au stand de tir et emmène même ses fils. Le 1er avril 2011, il entame une série d'achats qui, à ce moment-là, n'éveillent aucun soupçon. Il entre chez Castorama comme un client ordinaire et charge dans son chariot 2 sacs de ciment à prise rapide. Il ajoute une housse, une bêche, des rouleaux d'adhésif gris et une douzaine de sacs à gravats ultra résistants. Le lendemain, nouvelle étape. Cette fois, il achète 4 sacs de chaux vive. Et là encore, personne ne pose de questions. Qui pourrait comprendre ce qu'il manigance? Mais dans la liste, tout est là. Il a tout ce qu'il lui faut. À ce moment précis, Xavier a déjà fait son choix. Il est ruiné et n'a plus rien. Dans quelques semaines ou jours, tous ses biens vont être saisis et sa famille va découvrir l'ampleur de son échec et de ses dettes qu'il a cachées à tout le monde. Et ça, ce gros lâche de Xavier ne veut pas l'assumer. Alors, il prépare doucement le massacre de sa famille. Le dimanche 3 avril 2011, en début d'après-midi, la maison des Ligonnès commence à être en mouvement. Arthur, l'aîné, y a passé le week-end. Il suit un BTS dans un établissement situé à 1 heure de route, mais revient tous les week-ends à Nantes pour travailler dans une pizzeria, Pizza Tempo. Une poignée d'heures à enfourner, livrer et encaisser. Ce jour-là, il a commencé à 11 h et termine son service juste avant 15 h. Puis il rentre discrètement chez ses parents. Quand il pousse la porte, Benoît et Xavier sont déjà là. Peut-être qu'ils ont traîné ensemble devant un écran. Peut-être qu'ils ont passé la matinée sans se croiser. Chacun occupé à faire passer le temps. Rien ne permet de le dire. Vers 16 h, c'est Agnès et Anne qui rentrent à leur tour. D'où exactement? On ne sait pas non plus. Peut-être une sortie entre mère et fille. En tout cas, une chose est sûre. À ce moment-là, le puzzle familial est au complet. Chacun retrouve sa place, l'espace d'un instant, juste avant le départ de Thomas, vers 17 h. Il doit retourner à Angers, où il est resté en internat durant la semaine. Alors, il attrape ses affaires, dit au revoir à sa famille et prend le chemin du retour. Le reste des Ligonnès se prépare pour une sortie au cinéma, une séance à 18 h.
pour aller voir le film d'animation Rango, une histoire de caméléon décalé dans un décor de western. Un film pour tous les âges et pour passer le temps. La famille arrive avec 10 minutes d'avance, juste le temps pour Agnès d'acheter les billets. Alors, elle sort sa carte bleue et règle les places. Ensuite, chacun s'enfonce dans les sièges peu confortables que l'on connaît bien, dans l'obscurité de la salle, avant de s'installer les uns à côté des autres. À quelques sièges l'un de l'autre, Agnès et Xavier ne se parlent pas, mais ils s'écrivent des SMS. Écran lumineux dans la pénombre, doigts qui tapotent. Lui fait-il encore des reproches ou tente-t-il de noyer le poisson en sachant ce qu'il a prévu de faire? Quand les lumières du cinéma se rallument, les conversations reprennent doucement. Ils parlent du film, de Rango, de cette ambiance de western un peu bizarre, des scènes qui ont fait rire ou lever un sourcil. Chacun donne son opinion, mais personne ne traîne. Les estomacs des Ligonnaises commencent à gargouiller. Ils prennent donc la route pour Saint-Sébastien-sur-Loire, direction le chalet grillé. Il est un peu plus de 20 heures quand ils s'installent à table. Après quelques minutes, pour les laisser réfléchir, le serveur s'approche d'eux afin de prendre les commandes. Agnès prend un martini blanc, les enfants se contentent de jus de fruits. Xavier, lui, opte pour le vin et prend la bouteille. Arthur, lui, garde les yeux rivés sur son téléphone qu'il dissimule à moitié sous la table. Il envoie des messages à une fille qu'il a rencontrée récemment. Une aventure qui occupe ses pensées, malgré le fait qu'il ait déjà une petite amie. Il aurait préféré la rejoindre ce soir, traîner dans son petit studio, s'échapper un peu. Mais il est là, avec les siens, et il ne sait pas qu'il ne la reverra jamais. Xavier attrape l'addition, 136 € et quelques centimes, puis sort sa carte bancaire. Tout le monde se lève pour quitter le restaurant, peu avant 22 heures. Direction le 55 boulevard Schumann, la maison les attend. La porte a à peine le temps de se refermer derrière eux, que chacun reprend ses habitudes. L'ambiance de la sortie retombe aussi vite qu'elle est montée. La maison se referme sur elle-même et chaque membre de la famille glisse dans son propre cocon. Anne grimpe directement dans sa chambre et ouvre Facebook. À 22h16, elle poste un petit mot sur le repas, comme pour conclure la soirée. C'était hyper bon. Agnès non plus, ne traîne pas. Elle grimpe les marches, rejoint la chambre conjugale et attrape son téléphone. Elle plonge dans une conversation avec Rosa, une amie d'enfance retrouvée récemment via le site Copains d'avant. Depuis quelques mois, elle comble les années perdues à coups de textos. Dans une autre pièce, le téléphone d'Arthur se met à vibrer. C'est Laure, sa petite amie officielle.